Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Yeri angana ni wobu
Vous écoutez actuellement Forum FM, la radio de la résistance contre la tyrannie et pour la non-discrimination. Mes chers amis, c'est-à-dire toi, Théodore Malonga, et Maurice Massengo Tiafe, et Fernand Dalla, merci d'avoir consacré votre long week-end pascal à Nancy. Vous êtes venu me voir pour qu'on réfléchisse sur notre pays qui est complètement par terre. Et nous avons mis au centre de notre réflexion une longue réflexion qu'on voit dans tous les pays, à tous les moments de chaque pays, qui est la réflexion, ce qu'on appelle la réflexion sur le futur. Tous les pays du monde ont toujours réfléchi sur ce qu'ils appellent le futur. Que ce soit en langue tribale, en langue grecque, en langue française, dans tous les pays, chacun se préoccupe de savoir que va être le futur, que va être demain. Alors cette longue réflexion sur le plan politique, pour qu'elle soit effective, s'appuie toujours sur 3 niveaux. Quiconque veut réfléchir sur son pays, sur le bonheur de son pays, doit porter son regard vers le passé de ce pays, sur le présent que cet homme vit et sur le futur qu'il rêve, c'est-à-dire sur l'espérance qu'il a pour son pays. Quiconque veut être un citoyen doit avoir toujours présent ces 3 moments dans sa réflexion. Qu'était mon pays hier? Qu'est-il aujourd'hui? Et que doit-il être demain? Aussi que quand on réfléchit sur ces 3 moments, on se heurte à beaucoup de difficultés. Soit que dans le passé, il faut choisir qu'est-ce qui a été un progrès dans le passé. Donc quelque chose qui a été un progrès qui dépasse ce passé pour être présent. Donc quelque chose qui n'a pratiquement pas de passé, qui est toujours présent. Et en même temps, dans le présent, ce qui fait le bonheur du présent, c'est la victoire sur le passé qui fait le bonheur du présent. Et le même présent aujourd'hui qui fait le bonheur fera que demain, il y aura une génération qui va dire « c'est insuffisant, réfléchissons pour améliorer ». Donc ces 3 moments doivent toujours être, je me répète, présents dans votre tête, dans la tête de tout citoyen congolais. Qu'était le Congo hier, qu'est le Congo aujourd'hui, et que souhaitons-nous qu'il soit demain. Ça c'est fondamental. Si vous parlez du Congo d'aujourd'hui sans regard sur le passé, si vous parlez du Congo d'aujourd'hui sans regard sur demain, vous êtes comme quelqu'un qui flotte, qui ne jette aucune base. Regardez le passé de notre pays, le Congo. Notre passé fondamental, c'est l'arrivée de Brazza au Congo. Tout ce qui était avant de Brazza, il n'y a plus personne qui y fait référence. Le Congo est parti de l'arrivée de Brazza, le moyen Congo, la libération, la République et les indépendances. Alors qu'est-ce que ça nous a laissé? Qu'est-ce que nous a laissé le passé à partir de Brazza? Il y a eu le traité de Makoko, mais qui se souvient du traité de Makoko? Qui aujourd'hui parle du Congo en se souvenant du traité de Makoko? Qui parle aujourd'hui du Congo en se souvenant de l'indépendance? Qu'avons-nous voulu à l'indépendance? Il n'y a personne. Personne n'évoque l'indépendance acquise par Yulu et Opango. Quel héritage Yulu et Opango nous ont laissé?
dans les débats d'aujourd'hui, personne ne dit que Youlou nous a fait faire de grands pas, ou Pango nous a fait faire de grands pas. Personne. Personne. Il y a eu la révolution. Plus personne ne parle de la révolution de Massamba Demba. Il y a eu Marie Ngouabi. Personne ne parle de Marie Ngouabi, que Marie nous a laissé tel acquis. Et Marien aussi nous a laissé tel négatif, et Yulo aussi nous a laissé tel négatif pour mieux réfléchir sur le présent. Il n'y a rien. Dans la réflexion présente, il n'y a personne qui évoque tous ces éléments pour pouvoir mieux voir demain. Le nom de Yulu n'apparaît pas, le nom de Matsuwa n'apparaît plus, le nom de Opango n'apparaît plus, le nom de l'indépendance des 60 des accords de coopération de développement, ça n'apparaît pas. Nous sommes comme des gens qui allons en avant, ne sachant pas d'où nous sommes partis et où nous allons. Ça, c'est absolument capital. Nous marchons sans savoir d'où nous sommes partis et où nous voulons aller et où nous nous trouvons quand nous marchons. Par exemple, aujourd'hui, nous nous trouvons sous la présidence de Sassou. Mais qui dit quelque chose sur la présidence de Sassou? Qui a analysé le régime présent sous lequel nous vivons aujourd'hui, qui est le régime de Sassou? Tout le monde est muet sur le régime de Sassou. Il n'y a aucun jugement sur Sassou. Personne n'a jugé en disant, voilà, moi je sors un livre, ce régime de Sassou n'est pas bon. Voici les égarements de Sassou, voici les criminels de Sassou, voici les erreurs de Sassou. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un grand livre sur Sassou qui puisse aider les citoyens et à se souvenir du passé ou à regretter le passé ou à dire, voici le futur, ça reste ceci, après le désastre de Sassou. Nous avançons comme ça, comme si nous ne savons pas d'où nous sommes partis, où nous sommes et où nous voulons aller. Donc ça c'est absolument important. Votre génération doit se dégager de cette passivité-là. Doit se dégager de cette passivité. Vous devez avoir un ressort, un capital de réflexion sur le passé du Congo, un capital de réflexion sur le présent que vous vivez et un capital de réflexion sur le futur que vous voulez atteindre. Tout en sachant aussi que le futur que vous allez mettre en place demain sera considéré par les générations futures de passé. Il ne faut pas dire que moi, ce que je propose pour demain, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de stable. Non, le futur que tu proposes aujourd'hui sera considéré par les citoyens de demain comme replacé dans le passé, sera comme du passé. Et ça, donc, ça demande de la modestie en politique. Bon, bah, c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Génial! Vous écoutez actuellement Forum FM, la radio de la résistance contre la tyrannie et pour la non-discrimination. Ça demande de la modestie en politique. Il ne faut pas dire moi c'est moi. Non. Peut-être qu'aujourd'hui tu proposes une solution qui libère les gens, mais sache que les générations de demain pourront dire on a été seulement libérés à moitié. Regardez De Gaulle, quand De Gaulle a libéré la France, c'était magnifique. Magnifique. Quand De Gaulle a remonté les Champs-Élysées, tout le monde croyait que nous sommes arrivés au sommet et tout. Mais après De Gaulle, il a été dépassé. Que de changements après De Gaulle. Et les citoyens français savent que les changements qui sont venus après De Gaulle connaîtront encore des changements, donc seront reliés vers le passé. Donc la réflexion que vous pouvez mener sur notre pays, que doivent mener chaque génération de notre pays, ça doit toujours partir de ces trois ressorts-là. Regard sur le passé, regard sur le présent, regard sur le futur, tout en sachant que le futur auquel vous accédez sera considéré comme le passé plus tard. Ça, c'est important et ça nous amène à une certaine modestie et aussi à un certain devoir de bien rechercher avant de parler, de bien réfléchir avant de parler. Il ne faut pas dire, moi je parle donc j'apporte toute la lumière absolue.
Non. Alors, mais ce travail-là, pour bien le mener avec cette modestie-là, avec cette clarté en même temps, mais il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, il faut qu'on sache qu'est-ce que tu penses. Mais si tu ne parles pas, comment on saura ta réflexion sur le passé du Congo? Comment on saura ce que tu penses sur la lutte de Massoua, ce que tu penses sur le traité de Mbé, ce que tu penses sur la colonisation? Si tu ne parles pas, comment on saura ce que tu penses sur Massamba Demba, sur l'expérience de Ngwabi, sur l'expérience de Yombi? Si tu n'exprimes pas ton point de vue, toi, citoyen d'aujourd'hui, comment on saura? Comment on saura? Quelle est ta réflexion sur hier, aujourd'hui et demain? Il faut donc s'engager, il faut parler. Il faut parler. Et aussi parler, évidemment, ça signifie aussi que tu dois savoir où tu parles. Si tu parles pour parler comme ça en prenant de risques, on peut même dire que ta réflexion n'est pas très intéressante. Si tu ne peux pas parler, par exemple, aujourd'hui au Congo, il faut savoir choisir l'endroit où tu iras parler. Mais tu as le devoir de parler en tant que citoyen. Et là où tu ne peux pas parler, il faut te détacher de cet endroit pour aller, comme disaient les ancêtres Bakongo, si tu ne peux pas parler en plaine, eh bien, il faut chercher une colline pour aller parler un peu plus haut. Donc pour moi, le véritable citoyen congolais d'aujourd'hui, c'est celui qui doit parler, donner son analyse de la situation. Pour moi, celui qui ne parle pas du Congo aujourd'hui, ce n'est pas un citoyen. Même s'il réfléchit profondément, mais s'il ne dit pas ses conclusions, il ne sert à rien. Et si tu ne peux pas parler au Congo parce que Sassou est là, il faut t'éloigner du Congo pour pouvoir parler. Et ça c'est absolument fondamental. Oui. Alors, il y aura des questions qu'on va soulever tout à l'heure entre nous, mais ce tracé que je viens de faire doit être considéré par ce que j'appelle les battants, ceux qui luttent, les lutteurs. Il faut parler. Et pour bien parler, il faut réfléchir. Et pour bien réfléchir, il faut jeter un regard sur le passé, le présent et le futur. Ça, c'est important. C'est pour ça, par exemple, toi, Massengo Tiassé, tu as monté une radio à Brazzaville pour parler au peuple, une radio que tout le monde écoutait, mais comme la radio est située là où on ne veut pas qu'on parle, ils l'ont cassé. Donc cet instrument que tu avais mis en place pour éclairer les autres, guider les autres, on peut dire que historiquement parlant, il n'était pas bien placé, du moins il n'était pas durablement bien placé, puisque le tyran est venu tout casser. Et puisque toi-même tu t'es exilé pour pouvoir continuer ma tâche de résistant, de quelqu'un qui enseigne au peuple, je veux quitter la plaine pour aller chercher la colline et parler. Et la colline, c'est l'extérieur. Moi, quand j'ai quitté le Congo, tout le monde a dit, mais on ne fait jamais ça. C'est la première fois qu'on voit un membre d'un gouvernement qui s'en va, mais c'est abominable, c'est abominable. Mais regardez, aujourd'hui, tout le monde ne fait que chercher à aller au dehors pour parler. Et quiconque rentre au Congo pour y parler, en fait, il va là-bas pour se faire étrangler. Donc aussi, la réflexion est un élément de lutte fondamentale. C'est un élément fondamental de lutte. Si tu ne peux pas parler à un endroit donné, quitte la plaine, cherche à gravir la colline, va au sommet pour parler, disaient les ancêtres Bakongo. Hein? Ça, c'est important. Et donc, notre lutte de demain ne peut mieux s'organiser que du dehors. Et du dehors parce que nous serons rassemblés, parce qu'au dehors nous aurons discuté nos points de vue communs, et quand nous entrerons au Congo, nous serons tous unis. Tandis qu'à l'intérieur du pays, le régime nous divise, même si on a des pensées communes, mais on ne les met pas ensemble. Donc on n'avance pas, on n'aboutit pas. Voilà moi donc le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est ça. Réfléchir en s'appuyant sur 3 ressorts
connaître le passé de notre pays, connaître le présent de notre pays et connaître aussi nos visions de demain, tout en ayant la certitude que nos visions de demain, quelles qu'ils soient, deviendront aussi dépassées par les générations qui vont venir. Donc ne pas être ambitieux, ne pas se croire que moi je suis le génie, moi je suis l'intouchable, le katangé, et tout ça. Donc voilà ce que je disais pour le dire un peu en introduction, pour un peu continuer notre débat là. Donc c'est un débat sur la formation du citoyen et de l'homme politique. Pour moi, l'homme politique, c'est celui d'abord qui se forme comme citoyen. Mais s'il ne s'est pas formé comme citoyen, il ne peut pas être un homme politique. S'il ne s'est pas formé comme citoyen. Si demain au Congo, vous apprenez qu'un général fait un coup d'État, un citoyen fait un coup d'État, renverse Sassou, mais si vous ne le connaissez pas très bien avant que comme citoyen, vous allez passer beaucoup de temps à dire mais qu'est-ce qui nous amène? Où est-ce qu'il va nous amener? Mais tandis que si vous le connaissez avant, vous aurez un peu une certaine assurance que, comme disent les Bakongo, Bouchi-Boutiel. Quand les Bakongo disent Bouchi-Boutiel, le jour est venu, ça signifie qu'ils connaissaient le jour pour saluer le jour. Le jour se lève. Voilà. Tu ne peux pas saluer le jour en disant Bouchi-Boutiel sans que tu aies connu le jour. Le proverbe Congo. Quand le proverbe Congo salue le matin, ça signifie qu'il connaissait le matin. Abou Pia. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Tu ne peux pas saluer un matin si tu ne le connaissais pas avant. Hein? Ouais, la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est ce passé, quand on regarde bien comment notre pays est constitué, le passé, on ne peut pas l'écrire au singulier. Dans le cas du Congo, c'est vraiment, il y a des passés. Je le mets au pluriel. Et ce thème passé, qu'on peut mettre au pluriel, mais en même temps qui n'est pas connu. Parce que tous les acteurs politiques, nous l'avons souligné, je crois qu'avant-hier, ne laissent aucune trace. Ne laissent une trace, c'était des noms, mais ils partent les uns après les autres, mais en fait c'est un vide. Et les jeunes qui restent devant ce vide, ils interprètent leur histoire, chacun suivant ses éléments. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec une grille d'histoire, de passé. Donc là aussi, je crois que le premier travail qui revient, qu'il faut commencer par établir ou faire, c'est synthétiser un peu cette histoire, ce passé, et comment est-ce possible. Forum FM. 105.8. Moi, j'aime. Vous écoutez actuellement Forum FM, la radio de la résistance contre la tyrannie et pour la non-discrimination. C'est pour cela, d'ailleurs, moi, je suis entièrement d'accord avec cette démarche, parce que nous avons eu la chance, nous, par exemple, d'être dans des mouvements de jeunesse. Ces mouvements nous ont édifiés, nous ont formés, et nous avons compris à peu près les luttes de libération, les luttes pour les indépendances africaines et autres. Ça nous a permis justement de nous mettre dans le champ politique correctement. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avec ce foisonnement de partis, d'associations un peu satellites à la dictature, alors notre histoire est falsifiée. Il faut donc replacer les choses dans leur contexte. Donc expliquer tous ces passés. De 60 à 68, qu'est-ce qui s'est passé? De 68 à 77, qu'est-ce qui s'est passé? Et de 77 jusqu'à nos jours, ça aussi, il faut considérer comme un passé en tenant compte aussi de la conférence nationale qui a eu lieu en 91. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut expliquer à la jeune génération. Moi, je me situe beaucoup plus à partir de 1960. 1960, venant vers 63, pourquoi une génération donnée a détruit un socle qu'on avait qui pouvait nous emmener au devant? Parce que si on regarde la constitution du 2 avril 61,
qui garantissait les libertés que nous sommes venus revoir en 91 à la conférence nationale. Je ne comprends pas qu'une génération donnée vient glorifier ce qui nous apporte le malheur aujourd'hui. Les trois glorieuses. Moi, je dis toujours, ce sont les trois déglorieuses. Parce que à partir de là, on a tout cassé. Pour dire, maître, comme il vient de le dire, c'est un passé qui nous a fragilisés. Donc, ils ont créé du fragile, et ce fragile a continué. Et jusqu'à ce que Marien Ngouabi aussi perde sa vie, et que nous venons nous resituer à partir de 91, avec la constitution du 15 mars, l'acte fondamental, pour rebondir, pour nous resituer dans un présent, pour aller vers un futur, tu vois. Et donc, comme on a nié ce présent qui devait nous emmener dans le futur, nous nous retrouvons dans une régression. Et aujourd'hui, nous voulons condamner cette régression, on veut stopper la régression, plus de régression. Allons, arrêtons, stoppons, repensons pour cet échec, pourquoi il y a eu cet échec, et comment nous allons repartir bien dans ce futur. Maître Moudjileno Massingo a mis à la portée du public congolais un certain nombre d'éléments de réflexion. Malheureusement, les gens, est-ce qu'ils ont pris connaissance de ces éléments de réflexion? C'est ça qui fait qu'il y a eu une difficulté. Mais non, nous avons, nous, la chance de le rencontrer, d'être avec lui, et nous devons profiter de cette situation pour lui poser un certain nombre de questions, pour éduquer les gens, parce que la méconnaissance de certains principes, et notamment ceux du respect des droits fondamentaux, ont poussé l'homme à des actes de barbarie. Et c'est d'ailleurs ça qui est mentionné dans le préambule de la Déclaration universelle de l'homme, ce qui a poussé la communauté internationale à mettre en place l'institution qu'on appelle l'ONU. Nous, également dans cette réflexion, nous disons qu'il y a eu une méconnaissance de notre histoire. Cette méconnaissance de notre histoire doit nous permettre aujourd'hui de faire attention, donc de connaître, approfondir d'où nous venons. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on veut faire demain? frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Je tiens à vous dire que tout à l'heure nous avons tenu une réunion de travail. Et peut-être pas une réunion de travail, c'est une réunion de contact avec tous ceux qui se sont mobilisés pour canaliser cette situation que vous connaissez tous et que vous avez vécue. Ces Congolais, ces citoyens qui sont naturellement l'élite du pays sont venus pour à la fois exprimer toute leur suggestion au nouveau gouvernement, des suggestions selon leurs paroles qui proviennent du peuple. Car il est tout à fait normal que notre gouvernement provisoire soit déjà au courant de certaines situations créées par cette révolution, parce que, n'ayons pas peur de prononcer ce nom, cette révolution est pacifique, car la situation, dis-je, créée par cette révolution demande justement qu'elle soit étudiée, non pas simplement par le gouvernement qui a été choisi par la volonté du peuple, mais aussi par les plus représentatifs, les plus capables de discuter et de discerner les problèmes de l'heure. Merci maître, encore de me donner la parole, qu'on puisse continuer nos entretiens. Moi, je voulais beaucoup plus m'appesantir sur cette fameuse révolution et surtout, pourquoi est-ce que fallait-il faire une révolution ou non? Fallait-il destituer Hulot ou non? Parce que si je regarde l'impréparation de tous, que ce soit des syndicalistes qui avaient déclenché, bon, paraît-il, un mouvement de revendication salariale, fallait, paraît-il, augmenter de 13 à 14 francs CFA
pour les journées du 13, 14, 15 août, pour qu'ils puissent faire la fête. Le président Yulu a dit non, le Congo n'est pas capable de donner, le budget ne nous permet pas, afin que vous ayez une augmentation de salaire. Et c'était trop aussi, comment on appelle, c'était une aventure. Donc le président Yulu refuse cette augmentation et en fait, autour de cela, la gauche s'était mobilisée. Et c'est pour ça que je pose la question du fait que la diaspora qui est à Paris, à un moment donné, avec les Lazare Maturota, avait lancé une idée d'aller abattre le régime qui était à Brazzaville, le régime qui était, paraît-il, néocolonialiste. En fait, Yulu était le représentant de la colonisation, du système français. En fait, ils se sont trompés, puisque les Lazare croyaient que l'indépendance que nous avions donnée en 1960, elle n'était pas meilleure, parce que on faisait de nous des petits États, sans monnaie, sans ceci, nous étions sur le canton de la France. Est-ce qu'on était capable d'être cela, après avoir connu des drames comme la traite des esclaves, la colonisation? Nous sommes sortis très affaiblis. Petit à petit, on commençait à aller à l'école. Vous apprenez l'histoire de Martial Sinda sur l'ascension des Noirs au métier de prêtre, de devenir prêtre petit à petit, comment les Français disaient non, non, vous allez évoluer pas à pas pour devenir comme ça. Et donc ce pas à pas, on a envoyé ces étudiants ici se former, les Matukota, les Lissouba, les maîtres Aloïs Midi de Nomasengo, les Paul Kaya. Et à ce moment, quand ils sont arrivés en France, c'est là où le mouvement du tiers-monde, des non-alignés, s'est levé, où il y a eu la conférence de Bandung avec les Tito, les Nasser, les Soué Carnot, les Chouan-Lai, qu'il fallait définir la libération de l'Afrique. Donc il fallait que le peuple asiatique nous aide pour que les Africains deviennent indépendants. Et ça a commencé par 1957 en Égypte, avec le conflit entre Nasser et les Anglais. Il y a eu le conflit du canal de Suez, et il y a eu l'indépendance de l'Égypte. Après, il y a eu chez Nkrumah en 58. Nkrumah a eu cette indépendance. 57. Oui, entre 57 et 58. Ouais, Nkrumah a eu cette indépendance. Et il fallait encore, il y a eu Sékou Touré qui a dit un non. Est-ce que c'était possible de dire non au général de Gaulle? Parce que c'est eux, en fait, c'est la France qui a créé nos États modernes. La France, en créant nos États modernes, nous étions petit à petit des bébés, des embryons. Mais il fallait que cet embryon devienne un bébé, et puis après, on a marché. Bien formé. Oui. Bien formé et tout. Donc le président Yulu va hériter de toute la politique que la France a laissée comme une bombe. Le chômage des jeunes, la situation non éclairée, donc il fallait qu'ils viennent, qu'ils commencent à travailler. Hein? Comme Yulu dit en Lari, Njizinouana Nsariri. Tu vois, c'est quelqu'un qui commençait à travailler, à se battre pour que ce processus se fasse. Donc c'est quelqu'un qui vient travailler. Bon, les syndicalistes, quand ils font la revendication, ils n'étaient pas capables. Ils n'étaient pas capables, ces gens-là. Parce qu'ils voulaient fêter une fête. Yulu a dit non. Il y avait la rigueur budgétaire. Et puis, le budget, c'était la France qui faisait le budget du Congo. Il y a eu un moment, il y a des ministres congolais qui quittaient le Congo pour venir en France. Quand ils arrivaient ici, en France, on leur disait, monsieur, mais vous êtes venu quoi? Vous avez une mission? Non, vous devez retourner au Congo. Vous ne pouvez que venir avec une mission donnée. Donc, on ne voyage pas n'importe comment. Et donc, c'était rigoureux. Donc, à ce moment-là, quand la gauche qui pense qu'il faut que Brazzaville devienne la nouvelle
Et villes comme Moscou, où il y a le 17 octobre, hein, qu'on veut lancer, en fait, ils avaient fait une grosse erreur. Donc, ni les syndicats, comme avait dit Matsuruta, ni les syndicats, ni une industrie lourde, ni antagonisme riche et pauvre n'existaient. Nous avons une masse des gens qui avaient laissé la colonisation, qui étaient des chômeurs, donc il fallait organiser petit à petit le marché social, culturel, économique congolais pour que nous ayons au-delà. Et puis, on venait de faire une constitution qui datait du 2 avril 1961 et qui proclamait une démocratie. Cette démocratie avait le respect de tous les droits des Congolais, puisque les Congolais étaient libres. Ils s'exprimaient clairement sous Youlou, ils allaient critiquer. Si on voit, j'avais un oncle qui était Ntari Belos. Oui. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, c'est notre doyen Dieudonné Nganga, celui qu'on appelait Jack Lemba, Oui. Qui était un chroniqueur à la radio, avant d'ailleurs d'aller faire ses études soviétiques, où il a commencé par être, je crois, après... Il était diplomate là-bas. Diplomate, oui, Oui. attaché d'ambassade. Après, il est venu en France. Oui. Il a soutenu sa thèse, justement, qui cadrait avec l'Union soviétique. Sa thèse a été patronnée par Hélène Carrère d'Ancos. Et voilà quelqu'un qui est objectif, qui a brossé là un bon tableau de la situation de Youlou, du profil de Youlou. Il a bien expliqué, il a parlé du perturbateur Ntari Belos, qui était notre doyen, le gars qu'on voyait. D'ailleurs, il a un neveu qui est un hyper ninja, l'un des gars qui sont venus attaquer chez moi, qu'on appelle Malcolm. Oui. Malcolm, c'est son neveu. C'est l'enfant de sa petite sœur. Belos, c'était un perturbateur. C'est ceux-là, justement, par rapport à sa Vespa, Oui. qui sensibilisaient les gens, puisqu'il était responsable, je crois. Oui, mais parce que lui, quand il passait devant le palais comme Youlou était un démocrate, il disait « Ah, le diable avec sa soutane ». Mais personne ne pouvait l'arrêter, puisqu'il y avait une liberté d'expression. Voilà. Youlou permettait que les cadres s'expriment, puisque tous les syndicalistes, les Matika, allaient à Prague, ils revenaient, ils n'étaient pas inquiétés. Tu ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, un cadre, un homme politique sous Sassou, voyager librement, venir à Paris et revenir. Et que ce soit sous le régime de Mazamba Deba. Donc nous devons parler d'un cadre idéal qu'on avait en 63. Youlou vient mettre, c'est le seul dans la vie qui prend la liberté. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui puisque nous ne sommes pas libres. La liberté, il le prend chez le colon. Parce que les Français, ils vont nous donner la liberté. Ils vont nous donner la liberté dans le cadre des lois de fer, comme tu en as parlé, où il y a eu l'échange entre le président Fulbert Youlou en tant que maire de Brazzaville à l'époque, et Gaston Defferre. Gaston Defferre qui a souligné, non, nous sommes dans la même loi. Dans la même loi municipale. Nous gouvernons ensemble. Moi, je suis à Marseille, maire, et toi, tu es à Brazzaville. Donc, ils gouvernaient dans la même loi municipale. Et donc, Youlou, c'est le seul qui va prendre la liberté comme un grand atout, qui va embellir cette liberté. Qui va l'embellir. Qui va embellir cette liberté et qui va la donner aux Congolais. Avec l'indépendance, nous allons être libres dans la liberté. Il y avait la liberté dans l'indépendance et l'indépendance de la liberté. Nous devons comprendre ces choses-là. L'indépendance dans la liberté et la liberté dans l'indépendance. Donc on devient autonome en étant libre et conscient que notre destin, nous devons l'assumer. Maintenant,
cette liberté, nous devons être indépendants demain avec la liberté. Et c'est la difficulté que les Congolais ont eu à exercer la liberté pour être indépendants. Ça, c'est une difficulté qu'ils n'ont pas pu, puisque ces syndicats-là, ils ne savaient pas, ils proclamaient, ils étaient non, des syndicats chrétiens, des syndicats communistes, tout ça. Mais le communisme, Marx n'a jamais réfléchi sur l'Afrique. C'est un chapitre qu'il n'avait pas. Il n'avait ni réfléchi, ni Mao, ni Mao Tse-tung. Mais d'ailleurs, je parle de l'anecdote. Je veux faire allusion de l'anecdote suivante, que moi, en décembre 88, lors des cérémonies du 40e anniversaire de la proclamation de la Déclaration universelle de l'homme à Paris, au Palais du Chaillot, où j'ai rencontré Andrei Sakharov, à qui j'ai remis mon premier ouvrage, Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique. Et d'ailleurs, il s'était posé la question. Il ne connaissait pas, parce que quand je dis comment peut-on les violations des droits de l'homme et tout, parce qu'au cours de cette cérémonie, il y avait également le secrétaire général des Nations Unies qui était Pérez de Cuéllar. Oui. Pérez de Cuéllar, justement, il dit non, c'est intéressant. Moi, j'avais heureusement 2 ouvrages. J'ai remis un ouvrage à Sakharov, j'ai remis un ouvrage à Pérez de Cuéllar. Et Sakharov dit, mais quoi, il y a des violations des droits de l'homme aussi en Afrique? Tu vois, il se posait la question. Mais il était sous-informé, Bien sûr, il était sous-informé. Donc c'est pour rejoindre ce que tu viens de dire à propos du fait qu'il y a une sous-information par rapport à notre situation en Afrique. Il y a une sous-information. Et ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui même. Parce que quand vous arrivez dans certains milieux où on ne parle pas, regardez ce qui se passe au Mali. Mais tout ce qui se passe au Mali est occulté. Les gens ne voient rien. Moi, je suis l'actualité de l'Afrique de très près, puisque nous avons un réseau des gens qui nous informent pratiquement, je dirais peut-être pas à la minute, mais à l'heure, ce qui se passe. Depuis que l'armée a pris le pouvoir au Mali, mais il y a eu beaucoup de djihadistes qui ont été capturés et tués. Je crois que cette force militaire va nettoyer. Mais ça, on n'entend pas ça dans les médias français. Comme disait le dauphin Vita Thiago, les gens s'intéressent à ce qui se passe. Bon, voilà, il y a les courses-poursuites, il y a un délinquant qu'on a poursuivi qui est allé cogner dans une voiture, il n'y a même pas eu de mort ou quoi que ce soit. On en parle, mais les véritables faits où il y a des dizaines, des centaines de morts, ils n'en parlent pas. Parce que justement, cette information est occultée. Elle est sélectionnée. Donc nous, de notre côté, effectivement, nous devons faire des efforts pour porter à la connaissance du public qui n'a plus la force anesthésié. Oui. Hein, c'est ce public qui est anesthésié par justement l'information voulue par l'Occident. Oui. Vous voyez. Donc on va revenir sur pour ne pas te faire perdre le fil des idées. Oui. Je te repasse la parole. C'est une parenthèse. J'aurais bien voulu que tu abordes, que tu insistes sur ce que nous avons déjà entamé, la démarche, l'arrivée de Mboabi au pouvoir. Oui, mais ça c'est très important. Mais on arrivera parce que on a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Forum FM 105. Moi, j'aime. Nous sommes consacrés durement à ce que le processus démocratique vienne. Beaucoup de réflexions. Quand il y a eu en 84, Maître a écrit mémorandum au président de la République. Il a adressé ça à Sassou, comment on devait construire le pays, tout ça, voilà. Il a parlé de la transition, tout. C'était un grand projet. Et qu'on a soumis à Yoka. Yoka a ramené, il a remis à Sassou Nguesso.
Mais les Bongo Kami n'ont pas aimé cela. Il a dit non, tu allais collaborer avec un ennemi. Donc Yoka avait été enlevé. À partir de cela, c'est là où Bongo Kami est devenu numéro 2. Après, nous avons fait le processus de la perestroïka. Nous avons parlé du processus de la perestroïka. Comment devait s'opérer une perestroïka chez nous. Donc tous ces phénomènes, nous sommes concentrés à cela pendant longtemps. Et l'homme qui s'est consacré à cette situation de Maître Aloïse Mugile Massengo ne va se retrouver nulle part, même diriger le pays. Donc il y a un gars, Lissouba, qui n'a pas réfléchi à quelque chose. Rien du tout. Sur la démocratie, qui est l'ennemi de la démocratie, qui a mis à terre la démocratie en 63. Avec les Massamba Débat et tout ce monde-là. Interdit une constitution démocratique. Mais il va apparaître en 92. Nous, on va dire non, c'est la fin. Donc, quelqu'un qui portait en lui les crimes, là je viens dire sur les crimes de ce qu'ils ont fait en 65, je viens d'écrire sur ça, la confession, je me suis inspiré du document de Maître Aloïse Mugile Massengo, la confession de Pascal Lissouba, et j'ai démontré comment c'est lui l'instigateur de la mort de Mazorota, parce qu'il a, voilà. Donc quelqu'un qui est taché comme ça, qui va venir libérer, non, la libération d'un pays se fait par un homme pur et vertueux, comme Moïse. Moïse, bien que ayant tué, vouloir défendre un Israélite qui était malmené dans la cour du Pharaon, il va le tuer, et maintenant, il va fuir dans le désert. Dans le désert, il va faire sa mutation. C'est là où Dieu vient vers Moïse, va comprendre que c'est lui qui a un enseignement élevé, qui peut comprendre ce que je veux pour le peuple juif. Donc il vient s'adresser à Moïse, et non, ce n'est que toi qui peux, parce que tu as cette éducation. Donc c'est pour ça qu'il va faire traverser, parce qu'il a mûri, Dieu l'a pardonné, dans le désert, il a mûri, il a changé, il a fait sa mutation. Mais celui qui devait consacrer le Congo à la démocratie, à la soirée, c'est cet homme, comme on dit Lino, qui a fait sa mutation, qui a réfléchi sur la démocratie. Pas un Lissouba. Lissouba, c'est un autocrate qui n'a pas réfléchi sur la démocratie. C'est pour ça qu'il est venu tout mettre à terre. Et puis il va créer un parti à la conférence nationale. Mais il va comprendre quoi, ce parti-là? Il ne va pas comprendre la démocratie, le PDS. C'est un parti qui est né après la démocratie. Donc ils connaissent, ce sont des partis qui ne connaissent pas qu'est-ce que la démocratie. Que ce soit le MCD, que ce soit tous ces partis qui sont... Parce qu'ils n'ont pas réfléchi sur le processus démocratique. C'est pour ça que je veux rebondir sur un point. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Les idées viendront, on pourra échanger pour permettre à la jeune génération de comprendre ce qui s'est passé et pour ne pas falsifier l'histoire. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui on voit des gens à la mort de Pascal Lissouba. Tout était beau, tout était bien, clair et tout. Personne n'a montré que voilà, il y a eu des failles, ceci, cela. Nombreux ont failli réagir parce qu'aujourd'hui, il faudrait aussi qu'on aborde cette notion de la tribu-classe qui faisait que la classe qu'on considérait, c'était la classe des gars du pool qui était suffisamment avancée, qu'on considérait comme étant une classe, la tribu-classe. Voilà cette absurdité qui nous a mené à cette haine régionale ou à cette haine tribale. Parce que c'était déjà, les contours étaient déjà dessinés ou ficelés. Voilà. 3 ethnies successives ont eu le pouvoir depuis 1960. Elles continuent de se combattre sous les déclarations et les slogans politiques. Alors, faut-il nier le tribalisme ou au contraire l'adapter? Et vous me posez une question, la question de savoir si, par exemple, un chef Vili nous demandait quelque chose, donnait un ordre,
quelle serait, disons, ma réaction devant cet ordre. Je vous dis très sincèrement que si cet ordre, par exemple, ne correspond pas du tout à ce que j'attends d'un chef, je pourrais très bien ne pas, disons, obtempérer. Mais, n'en reste pas moins que je pourrais avoir, dans mon tréfonds, certaines inquiétudes. Malgré votre éducation, malgré mon éducation, la place que vous occupez dans la société, je pourrais avoir quelques inquiétudes. Peut-être pas d'une manière consciente, mais peut-être d'une manière inconsciente. Nous nous rendons compte, enfin, d'après mes observations personnelles, je me rends compte que il existe bien sûr des ouvriers, des paysans, des bourgeois, enfin tout ce que l'on voudra, des féodaux même. Mais si vous prenez un ouvrier exploité, disons même surexploité, il sera toujours solidaire du féodal qu'il exploite, s'il est de son ethnie, et en tous les cas, il ne voudra rien entendre de ceux qui sont à côté de lui, également aussi exploités que lui. Mieux même, il aidera le féodal à mieux exploiter ceux des autres ethnies. Ce qui m'a fait dire qu'au fond, on peut considérer la tribu comme étant une classe définie comme classiquement. Ce qui aiguise ce particularisme, c'est l'existence de toute une couche de chefs traditionnels qui ne vivent en fait que du marchandage de leur influence sur les masses paysannes, ce que nous appelons les bureaucraties tribales. Dans la féodalité. Mais dans la mesure où on va balayer cette féodalité, nous aurons déjà éliminé un des freins de l'unité nationale. Et dans la mesure où le marché national du point de vue économique va exister, nous aurons déjà éliminé une deuxième barrière. Et la troisième barrière, c'est le travail. Jusqu'ici, les gens suivent tel leader de telle région parce qu'ils pensent qu'étant de sa région, il lui donnera du travail facilement s'il arrivait à être au pouvoir. Mais dans la mesure où le marché de l'emploi sera suffisamment fourni pour permettre à tout un chacun un emploi, dès lors, je pense que tous ces problèmes vont s'atténuer. Mais je dis que c'est une question de temps, mais nous sommes déjà bien partis pour éviter d'autres secousses sur ce problème douloureux. Mais il faut comprendre que aujourd'hui, il y a une certaine haine contre la région du Poul. Il y a une certaine haine contre les cadres du Poul. Il y a une certaine haine contre les initiatives prises par certaines personnes du Poul. Et il y a également aussi cette méchanceté entre nous. Mais comment voulez-vous qu'on puisse bâtir un pays? C'est pour ça que j'insiste et je reviens sur la notion de la fédération. La fédération, c'est la seule chance pour le Congo de se construire, de se bâtir, de fraterniser, de progresser dans cette union de la fédération. Parce que chaque entité aura son exécutif, son petit parlement. Et en dehors du parlement, le parlement sur le plan fédéral, c'est-à-dire sur le plan de la nation, peut être un parlement d'une cinquantaine de personnes. C'est tout juste pour entériner tout ce qui se fait sur le plan local. Ceux qui sont contre la fédération, ce sont les gens qui sont contre le Poul. C'est ceux-là qui sont pour la destruction du Poul. Pour voir le Poul dans cette situation où aujourd'hui, 80% des jeunes sont déscolarisés. 90%, ce sont des paysans qui sont pauvres. Les paysans les plus pauvres de la République. Alors que c'est les gens qui étaient plus ou moins des travailleurs.
Le pool était pratiquement le grenier du Congo. Après, c'était les pays du Niari. Mais heureusement d'ailleurs, d'autres régions ont pu faire mieux. Mais sinon, c'était la disette dans le pays. C'était la grande famine. Sassou nous a donné un exemple, même s'il n'est pas bon. Ce qu'il a appelé la municipalisation, parce que c'est un terme impropre. On ne peut pas parler de municipalisation, puisqu'il ne s'agit pas des villes et tout. Hein? Mais il a donné des armes égales au développement des infrastructures dans tous les départements. Nous allons demander des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait des 530 milliards qu'on a donnés au pool en 2012, en 2011, puisque la municipalisation a eu lieu en 2012. Qu'est-ce qu'on a fait de ces fonds? Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les infrastructures? Parce qu'aujourd'hui, la Nationale 1, c'est un don de l'Union européenne. Ce n'est pas l'argent du Congo. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'héliport, c'est le stade municipal qui n'obéit pas aux normes olympiques. Alors qu'on aurait tout fait pour que Kinkala puisse avoir un grand stade. De la portée de stade Alphonse Massamba Deba. Si on fait des compétitions. Regardez quand on a fait les Jeux africains. On a mis le stade à Kintélé, certes, mais c'est un seul stade. Mais supposons que c'est une compétition du genre de la CAN. Si à Kinkala, il y avait un grand terrain, dans les normes internationales, mais je pense que le Congo pouvait abriter une telle compétition, puisque dans les environs de Brazzaville, on allait voir 3 stades. Le stade d'Alphonse Massamba Deba, le stade de Kintélé et le stade de Kinkala. Vous voyez, ça c'est les environs de Brazzaville, puisque Kinkala est à 70 km de Brazzaville. Mais on ne réfléchit pas. On se dit, mais c'est quoi? Vous comprenez? On a mis des stades parce qu'on va leur demander des comptes. C'est pour ça qu'ils s'agrippent, qu'ils s'agrippent au pouvoir. Mais s'agripper, ça ne veut rien dire parce qu'après tout, il y a une fin. Moi, Massengo Tchassé, je vais partir dans quelques années. Ça va partir. Mais ceux qui viendront, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils diront non, 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 le Congo, c'est pas comme ça. On va rouvrir tel dossier, tel dossier. Les gens qui accumulent de l'argent, des masses d'argent, on a fait disparaître 1500 milliards de francs CFA. De Karine Wesso, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. L'argent des nouvelles générations, on ne sait pas comment. Un président qui va balbutier, qui est incapable de s'exprimer, de justifier l'utilisation de cet argent. Mais aujourd'hui, moi je n'ai aucune considération pour ça. Aucune. Pourquoi? Parce que, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, il m'a déçu. J'ai cru en l'homme par rapport à nos entretiens, par rapport au fait que je l'ai côtoyé. J'étais avec lui en 94. Mais il a fait le renard, maître. Oui, mais il a fait le renard parce que c'était un comédien. Il a joué de la comédie. Comme toi, tu pensais que c'était un changement. Moi, Non, mais écoute, mais vous savez, il ne faut pas avoir des préjugés. Je crois que nul n'est infaillible. Oui. Hein? Quand quelqu'un, il prête serment, il s'engage, il dit j'assume. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Bon, c'est vrai, son j'assume à la conférence nationale n'était pas sincère, puisqu'on ne connaît pas qui a tué Marie Ngouabi. On ne connaît pas.
les circonstances de la mort de Marie Ngouabi, les circonstances de la mort du cardinal Émile Baïna, le corps de Massamba Deba, où est-ce qu'on l'a mis? Les gens n'ont jamais... Et à partir de ce moment, il y avait une tare, une difficulté. Parce que nous qui avons eu cette chance d'aller voir comment le vieux Nkewa réglait ses problèmes, mais avant de vous amener quelque part, il y avait une expression là chez nous, Kungombo. Mais d'abord, vous venez là, bon, il y a une difficulté, bon, on vous amène au Ngombo ou au Yaouyiri. Hein? Mais chez nous, il n'y a même pas eu cette situation où il fallait... Donc quand on allait en commission, quoi. Voilà. Donc vous arrivez, vous tombez d'accord, voilà, mais vous le forcez à venir s'expliquer à la commission. C'est ça le problème. Mais lui, il est là, il vous suit, il rigolait, il buvait son cognac ou son café et tout, il s'en foutait pas mal. Hein? Oui, maître, parce que... Oui, ce que tu dis est vrai, et c'est tout à fait normal, je vais rebondir sur un point, le point de la fédération. Parce que tant que nous n'allons pas sécuriser les régions, on a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Merci beaucoup de l'entretien que nous avons eu aujourd'hui, et surtout tes 45 ans de venue en France, et qu'il y a une génération aussi qui commence à avoir aussi lourdement sa vie en France, hein, tel que nous, ça fait 40 ans que nous sommes déjà ici en France, ça nous pèse lourdement. Et puis cette notion de l'exil, parce que nous avons eu des présidents qui sont morts en exil. Il y a eu Youlou est mort en exil, il y a Massamba Deba, c'est un exil intérieur, puisqu'il a vécu dans son village, donc il ne venait plus dans la capitale, s'enquérir de ce qui se passait, ni donner son opinion. Et quand il est venu pour donner son opinion, il est mort, on l'a assassiné. Et Yombi, il a fui aussi le pays, emprisonné à l'intérieur, il est venu en France, bien qu'il allait petit à petit là-bas. Il vient de mourir en France. Lissouba aussi, mort en exil. Donc il y a Ngouabi aussi qui voulait quitter pour venir, pour s'exiler, parce que il a su que non, je laisse le pouvoir et puis je viendrai continuer mes études ici. Donc, exil, exil, exil. Et maintenant, il faut parler du peuple congolais qui est en exil régulièrement. Maintenant, on voit des Congolais partout, dans tous les pays, alors que c'est une petite population qui déserte le pays, ce qui fait que le pays s'est vidé de ceux qui pouvaient apporter une grande réflexion. Et c'est pour ça que je parle du peuple qui a toujours été abandonné, dont on utilise tribalement, aller de tel coin, de tel coin. Aujourd'hui, on le constate chez Sassou, qui est en train d'utiliser le peuple Moshi pour ses desseins personnels. Ce qui fait que ce peuple n'est pas capable de se lever et dire non, parce que ce peuple a peur. Si Sassou part, quel sera notre sort? Non. Le sort sera un sort meilleur que votre sort de Sassou. Il faut savoir le sort que vous donne un président qui est à vous est un sort mauvais. Lissouba l'a fait un sort mauvais contre son propre peuple du Nivolek, qui s'est retrouvé perdant et chassé du pouvoir et exilé. Massamba Deba qui a fait pareil, il s'est retrouvé que les gens de Boko étaient persécutés. Et voilà. Après, on a persécuté tout le pôle. Yombi, qui a gouverné au nom des Kouyou. Oh, on n'a pas persécuté les gars du
De beaucoup, non, il n'y a jamais eu de persécution. Non, on les a pas persécutés, mais les gars du pool. C'est les gars du pool, il faut qui étaient, non, les gars du pool étaient persécutés. Voilà, c'est ça. Ils étaient persécutés par rapport à Massamba Deba, mais pourtant ils n'ont pas participé. Ils ont contesté le pouvoir de Massamba Deba. Ngouabi aussi, on a persécuté. Yombe, on a persécuté les Kouyou. Demain, ce sort ne doit pas arriver au Mboshi. Puisqu'à la conférence nationale, tout étant que ce soit Mboshi, la conférence nationale s'est élevée au niveau de la nation, a dit que le problème Mboshi ne peut pas se poser avec ce que nous proposons, la nation congolaise, l'État congolais. Voilà. C'est comme j'insiste toujours pour parler de la fédération. Oui, oui. Le problème des tribus ne se posera plus. Parce qu'un acte, puisque localement, si localement tu as des compétences, localement tu es bien dirigé chez toi, la seule soif que tu as, c'est de venir donner ta qualité locale à la nation. Voilà ce que j'ai fait localement chez moi. Je vais vous apporter cette expérience dans la nation. Et ce que je dis, soyons véritablement des civils. Parce que ne donnons pas la place aux militaires, ils ne sont pas compétents pour nous gouverner. C'est à nous. La vertu appartient aux civils. Parce qu'ils ont la confiance entre eux, ils signent des contrats entre eux, ils se respectent. Ils vivent non pas avec les armes, ils vivent avec les arguments, ils vivent avec la politesse, ils vivent avec des bonnes mœurs. C'est ça le civil. C'est pour ça qu'il doit diriger la cité, parce que le civil vit des droits civiques et politiques. Donc, c'est aux civils maintenant de prendre en main leur carrière. Ce n'est pas aux militaires. Les militaires n'ont pas de solution. Est-ce que Maître Massengo Tchassé vient de parler de l'armée qui dérive en une milice, et cette milice travaille pour le pouvoir? Moi, je pense que le véritable projet, c'est que les civils retrouvent leur nature. Ce soit des civils. Ils n'utilisent pas l'arbitraire contre l'autre. Non, parce que Matsokota a plus d'arguments que moi, je dois le tuer. Parce que Yulu est plus intelligent que moi, on doit l'abattre. On doit l'emmener en exil. Plus question que nous voyons, c'est les militaires nous gouvernent. Parce qu'il y a eu, si nous comptons Yulu civil, Massamba Deba civil, les Souba civils. Il y a trois civils. Il y a aussi 3 militaires. Donc l'égalité, hein, civile et militaire. Mais les civils que nous avons vus, Massamba Deba et les Souba se sont comportés en militaire. Ils ont gouverné d'une façon militaire et non d'une façon civile. C'est pour ça que nous disons que ceux qui doivent gouverner demain doivent gouverner d'une façon civile, avec la liberté. C'est ce qui manque, la liberté. Favoriser la liberté. La liberté, oui. Et la dignité. Oui, la dignité. Quand on parle l'indépendance dans la liberté et la liberté dans l'indépendance. Voilà, je conclus dans ça. Merci, mais écoute, on va continuer à lever le verre. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Merci encore, maître, de tes 45 ans en France. L'arrivée, 45 ans, ça fait beaucoup, presque un demi-siècle. Hein? Mais nous aussi, nous allons aussi dans ce chemin-là. Ça ne serait pas très bon que nous continuions à être 45 ans ici en France. Donc voilà. Maître, merci beaucoup encore de tes 45 ans que nous avons fêté avec ce champagne. Et que surtout que Dieu te protège encore, continue à pouvoir faire ce que tu fais, que tu nous informes, que tu participes à la remise en cause d'une mauvaise histoire pour une bonne histoire du Congo. Merci Fernand Mathias Ndala pour ce verre d'amitié, de fraternité qui m'honore d'ailleurs pour les 45 ans de ma venue en France pour mes études, parce qu'il faut le rappeler,
Nous étions de la deuxième vague après la suspension de l'envoi des étudiants en France. Et je faisais partie de cette deuxième vague en 1975. Et d'ailleurs, je suis venu... Mariam Gouavi ne le savait pas parce qu'il avait dit, compte tenu de ma combativité, de mon engagement ou de ma bravoure, il voulait bien me voir dans l'armée et étudier dans un pays de l'Est. Mais je me suis retrouvé en France et par un concours de circonstances. Au moment où on programme les bourses à l'étranger, Mariam Gouavi se retrouve à Cuba en voyage officiel. Ça se passe en août. Et avant qu'il ne rentre, j'étais déjà affiché sur la liste de ceux qui partaient pour la deuxième session en septembre en France. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans la vague de ceux qui venaient d'avoir leur licence en France, et plutôt au Congo. À l'époque, on l'appelait l'université de Brazzaville. Et voilà. Donc ça fait 45 ans que je suis là. En fait, je suis arrivé en France parce que c'est pas que je suis là. Il y a eu des interruptions. J'étais au Congo, j'ai évolué au Congo et tout. Donc bon, mais j'ai un pied à terre puisque deux ans après ma venue en France, mon arrivée en France, 3 ans plus tôt, je me suis retrouvé français. J'ai même fait mon service national. Parce que je suis né français. Je suis né dans un territoire français. Et j'arrivais en tant qu'étudiant d'une ancienne colonie française. Merci en tout cas. Et on peut trinquer. Ça pourquoi Merci, mais voilà. Merci. C'est beau. Merci. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Teka yebo yebo, sheri mami we. Teka mwana sana, sheri mami we. Teka metaka, sheri mami we. Iza wakumonga tiase, tiana ombela. Oh, mami we. Oh, mami we. Janu mukuzu kumonga. Forum FM 105. Moi j'aime. Tous les tubes que vous aimez. Forum FM 105.8.
Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8, vous suivez actuellement l'hommage à Pamelo Munka. Vous écoutez Massoua. Forum FM 105.8, vous suivez actuellement la Pamelo Munka. Vous écoutez Massoua. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Pamelo Munka nous a quittés. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, lui rend un vibrant hommage à la dimension du talent qu'il a incarné tout au long de sa carrière musicale. Forum FM 105.8, vous suivez actuellement l'hommage à Pamelo Munka. Vous écoutez Massoua. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment, tous les tubes. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM.
écoutez actuellement sur Forum FM 105.8, Pamelo Munka. Nanu nakufite baboti bangai balelingai bayoka kise sango tenga na kozonga lisusu te esali bango mpasi balelingai na mosika mawe salaki ngai nalingi mboka na ngai Kongo yangwana nazongi mboka yangwana nazongi mboka nazongi mboka nazongi mboka Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs.